Salut. Comme elle a dit, Antoine Priou. Je porte-parole d'un collectif qui s'appelle Papillon. Et je suis pharmacien. Pharmacien, j'ai une petite boutique, vous savez, là, dans la diagonale du vide, en basse creuse profonde, sur le plateau de Mille Vaches. Donc vous voyez, je suis typiquement dans le cliché saucisson et rouge qui tache. Hein. On est comme les fauteuils, là. Ça va, vous? Wow, ambiance. Bon, en même temps, au pays des ultra-riches, il n'y a plus que des pauvres. Les pauvres soignants, ils partent soit en burn-out, soit en retraite. Quand tu es en retraite, statistiquement, tu es malade. Il y a de plus en plus de malades, contrairement aux médicaments disponibles. De toute façon, ils sont coincés dans un cargo en travers du canal de Suez. Tu es obligé de faire venir le propofol et les masques par avion. Hein. Ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, ce qui explose une limite de plus, qui remet en question l'habitabilité de la planète d'ici 2 à 3 générations. Bon, je comprends que ça aille pas terrible, hein. En même temps, mes best-sellers, c'est quand même antidépresseurs et benzodiazépines. Hein. Sachez-le, c'est un peu chaud. Bon, je ne vais pas vous laisser péter l'ambiance, hein, c'est pas mon genre. D'autant qu'on a des vraies questions à se poser, du genre, comment est-ce qu'on peut être dans un endroit aussi cool que les Lopi Talks de Aude Niadanou et sa clique, là, en 2024, et avoir l'outrecuidance d'arborer une magnifique coupe mulet. Oui, je sais. Et bien ça, les amis, c'est parce que je suis un pur produit des années 90. Le Club Dorothée, vous vous rappelez, Jurassic Park, Princesse Mononoke, Les Guignols de l'info, avant Bolloré, hein, je précise. Mais surtout, Angus MacGyver. Mais l'original, hein, la série originale, hein, vous vous rappelez ? Ouais, moi aussi ça me fait tout drôle là, des petits picotements. Ouais. L'avènement de la coupe mulet et du bidouillage, salvateur et non violent. Le mec n'utilise pas d'arme à feu. C'est incroyable. Alors, je suis fan, hein, avec le temps, c'est devenu un copain, on s'appelle de temps en temps, on se donne des nouvelles, on se refile des tuyaux. Et donc, en fait, je suis là pour vous expliquer comment est-ce que j'amorce une transformation du système de santé avec 4 surligneurs, un calendrier, des barquettes en carton et du développement informatique niveau petit scarabée. Un truc. Et voilà. Alors, plus sérieusement, en fait, je vais aborder 2 concepts. D'abord, la notion d'émergence, qui dit que le tout offre plus de possibilités que la somme des parties. J'y reviendrai. Deuxième concept, l'effet papillon. Un tout petit rien peut faire de grandes choses, relativement connu. Alors en fait, c'est un phénomène qu'on observe dans les systèmes dynamiques et complexes qui sont très fortement sensibles aux conditions initiales. Et dans le monde académique, on appelle ça la théorie du chaos. Ça fait peur. Voilà. Mais en fait, ça peut être tout à fait gentil. Un petit papillon, c'est très mignon. Et en ce qui concerne l'émergence, c'est relativement simple. Ça dit que l'intelligence collective est plus féconde que la somme d'intelligence individuelle. C'est pour ça qu'en tant que pharmacien, moi je me suis engagé au sein de ce qu'on appelle une équipe coordonnée en santé, avec des médecins, des infirmiers, des kinés, etc. Et cette équipe coordonnée, qu'on appelle aussi parfois une maison de santé, s'organise autour de différents communs. Donc un commun de territoire qui délimite une zone d'action, un commun d'intention, c'est un projet de santé. On a un commun juridique, une entité morale, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Grosso modo, c'est une coopérative de professionnels de santé libéraux. On a éventuellement un commun immobilier, ni nécessaire ni suffisant, mais une maison de santé, c'est quand même bien pratique pour se retrouver. Et puis, on a un commun en termes économiques. La Sécu nous donne des sous au titre de l'équipe. Et on a, extrêmement important, un commun technique, un commun informationnel, un logiciel partagé qui nous permet de partager et d'héberger les dossiers médicaux. Alors on est aussi ouvert sur le monde, dans une logique de santé communautaire, ce qui fait qu'on est en lien avec les élus, les associations de patients, les citoyens usagers, etc. Et voilà. Alors, pour la théorie du chaos, je vais faire une petite métaphore. Donc, imaginez un orchestre philharmonique, avec un chef d'orchestre, au hasard John Williams, et des musiciens qui tiennent des instruments, donc jusqu'ici RAS.
le concert commence et, bizarre, John se met à battre une mesure aléatoire. Deuxième diablerie, les musiciens jouent des instruments, mais en fait, ils se rendent compte qu'ils sont tous désaccordés. Donc vous êtes là, vous vous attendiez à l'opening de Star Wars, et vous vous retrouvez avec Oui Oui d'un côté et les Teletubbies de l'autre qui jouent du trombone à coulisses. Donc, et ben ce résultat, quoique en soit déjà divertissant, correspond à peu près à ce que vivent les patients chroniques dans leur parcours de soins. Et ils sont plusieurs millions en France. Ça fait un paquet de spectateurs. Je m'explique. Historiquement, les médecins prescrivent en mois. Le mois est une unité de temps instable. 31 jours, 30 jours, 28, 29 cette année, c'est un bordel sans nom. Des médicaments qui sont conditionnés, eux aussi de manière aléatoire. Donc on a des boîtes de 20, des boîtes de 28, de 30, de 40, de 50, que sais-je. Donc ils prescrivent ces médicaments avec des posologies journalières, 1 par jour, 2 par jour, 3 par jour, et puis renouvelables X fois ou X mois, etc. En fait, ce que ça révèle, c'est que, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'on met le doigt sur deux conditions initiales essentielles sur lesquelles nous, on a construit notre effet papillon, qui sont la métrique et l'harmonie. Donc dorénavant, je vais arrêter de penser en mois, et je vous invite, s'il y a des prescripteurs ici, à arrêter de prescrire en mois, mais plutôt de penser en semaines, parce que c'est une unité de temps stable, 7 jours. Et parallèlement, je vais faire une abstraction des conditionnements des médicaments dans ma pharmacie pour les ramener à des multiples de 4 semaines, parce que c'est à ce rythme-là que la sécurité sociale rembourse les médicaments. Donc je vous donne un exemple le plus simple, hein, parce que pour les autres, il faudrait que je fasse des dessins, mais pour moi, une boîte de 30 comprimés, en fait, c'est une boîte de 28. C'est comme ça que je l'appréhende. Alors, une fois que c'est fait, d'un point de vue concret, on va avoir une diapo, logiquement, qui va nous permettre de voir... Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle avec les... Oui, c'est celle-là, merci. Donc je prends mes quatre surligneurs, et je vais colorier mon calendrier de manière cyclique, les semaines, et de fait, ce code couleur va devenir un indicateur de parcours de soins. Pourquoi? Parce que si le patient sort là, ici, avec une ordonnance de chez le médecin, ben, il vient me voir, il vient prendre ses médicaments, et la probabilité qu'il puisse venir ici, ici, ici et ici est forte. Et la probabilité qu'il ait besoin de venir ici, prendre rendez-vous chez son médecin, là aussi elle est forte parce que son ordonnance n'était renouvelable que pour 6 mois. Et oui, ceci est un pointeur laser banane. Fruit d'une collaboration de jeunesse avec Angus, que de souvenirs. Bon. Alors, sur le plan informatique, en fait, ce code couleur, intégré à un logiciel de pharmacie, donc on fait un peu de développement, structure un algorithme qui est très 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 simple, qui me permet d'avoir une gestion de stock prédictive et personnalisée et ajustée de manière très fine aux besoins en médicaments des patients de mon territoire. Voilà. Et sur le plan purement matériel, bon, bah, je stocke les médicaments dans des barquettes au nom des gens, voilà, j'ai flouté, le tout dans des armoires de couleurs qui correspondent au code couleur. Voilà. Et ça me permet, par exemple, de diminuer la manutention, parce que la vision hebdomadaire des parcours de soins pharmaceutiques me permet de faire 1 à 2 commandes de médicaments par semaine, au lieu de 1 à 2 commandes par jour, aujourd'hui. Alors vous multipliez ça par le nombre de pharmacies en France, 20 000, je pense qu'on peut économiser quelques litres de gasoil, déjà. Ça ne mange pas de pain. Et ensuite, deuxième co-bénéfice potentiel, c'est que si demain les industriels faisaient des conditionnements adaptés en multiples de 4 semaines, eh ben on ferait de la dispensation à l'unité by design. Des ordonnances prescrites en semaine, 4, des boîtes de médicaments où il y a des multiples de 4 semaines dedans, égale dispensation à l'unité. Donc là aussi, je mets mon petit doigt qu'on va peut-être essayer de diminuer le gaspillage des médicaments, ce qui, en ces périodes de pénurie, est juste un truc intéressant. Voilà. Alors sur le plan qualité-efficience des soins, le fait de travailler en équipe va me permettre de pousser un peu le bouchon plus loin. Alors, je vous montre le modèle ancien. Donc, cas classique, un médecin, une ordonnance papier, pépé ou mémé qui marche jusqu'à la pharmacie, voilà. Ensuite, je les réceptionne, j'ai l'ordonnance. Je fais une analyse qui n'est pas terrible parce que je n'ai pas accès au dossier médical.
peux pas contrôler ne serait-ce qu'une fonction rénale. Je fais beaucoup de manutention, je prends des boîtes, etc. Je bip des boîtes, je scanne des ordos, je fais de l'administratif et le conseil arrive. Et là, bon, je fais ce que je peux. Mais je vous défie d'aller aborder la question des hémorroïdes au comptoir. Hein. Quand même, hein. Bon, j'ai tendance à dire que la confidentialité dans les pharmacies, c'est souvent une vaste blague. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire, nous? Eh ben, on travaille en équipe avec le médecin traitant, parce qu'on est des pharmaciens correspondants et que c'est les copains. On a une ordonnance notifiée en temps réel dès que le médecin prescrit l'ordo. Pendant que mamie ou pépé marche à la pharmacie, c'est pas celle-là, c'est celle d'après. Oui. Soit déjà j'ai anticipé son traitement chronique ou j'ai délégué la manutention pour préparer le traitement. Je peux faire une analyse pharmaceutique sans forcément avoir la personne devant moi parce que j'ai accès à son dossier médical. Et puis si la personne arrive, vu que je sais pourquoi elle vient, je peux, si besoin, l'orienter vers une zone de confidentialité et être à l'écoute dans un espace propice à l'échange. Voilà. Et puis, co-bénéfice, j'économise du temps. Et donc la question, c'est qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là? Eh bien, d'un point de vue tactique, je vais le réinvestir dans le fait de documenter l'état de santé des personnes. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire renseigner des données sur les dossiers médicaux. Parce que ça va me permettre d'augmenter mes super-pouvoirs. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on travaille en équipe de soins, eh bien, nous produisons et nous actualisons de manière collaborative une base de données de santé qui est le reflet de l'état de santé de notre territoire, avec tout ce qui est intéressant en termes d'information pour porter un projet de santé communautaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai accès aux déterminants de santé sociaux, comportementaux, environnementaux, aux antécédents, aux pathologies en cours, aux biologies. J'ai accès à des données de parcours de soins, à des données médico-économiques, etc. En vie réelle. Et là où ça va venir potentialiser mes super-pouvoirs, c'est parce que comme je fais partie d'une coopérative de soignants qui s'est engagée dans un projet de santé, eh ben, j'ai le droit de faire du traitement de données nominatives dès lors que c'est pour piloter mon activité de soins. Voilà. Et ça, c'est un super pouvoir. Il fait téléphone aussi. Allô, Macron? Oui, Macron? Monsieur le Président, oui, pardon. Oui, c'est grave, nous sommes en guerre. Oui, vous confinez? Très bonne idée, oui. On va faire ce qu'on peut. Au revoir, Monsieur le Président. Et n'oubliez pas à tous les gens à qui on doit repenser après, là, les gens indispensables, vous savez, là? Oui, merci. Bon. Premier confinement. Exemple typique de double contrainte. Comment éviter que les papis et les mamies fragiles viennent à la pharmacie avec le risque de choper le Covid, tout en évitant qu'ils restent cloîtrés chez eux sans médicaments avec un risque de décompensation médicale parce qu'ils n'ont plus de médicaments? Bon, eh ben c'est très simple. J'ai ma base de données, je fais un traitement de données, j'extrais mes patients isolés, fragiles, vulnérables, je les mets sur un outil de cartographie. Vu que j'ai le petit calendrier qui me permet de savoir à quel moment ils vont manquer de médicaments, eh ben, je sais à quel moment je dois aller les dispenser. Je mets les petites barquettes à leur nom dans une armoire. Alors ça, c'est les grandes armoires. Je mets les petites barquettes dans une petite armoire roulante que je mets dans ma bagnole et qui me permet d'aller livrer mamie. Ouais, grave. Je suis d'accord. Bon, premier confinement, on a mis ça en place en 1 semaine. 1 semaine. Là où tout le monde se demandait, prostré, qu'est-ce qui était en train de se passer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on arrive, on a un contact visuel avec les gens. Comment ça va? Vous avez des symptômes? Tenez vos médicaments. Vous avez à manger? Vous avez de l'aide? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On rassure. Et c'est déjà pas mal, vu les circonstances. Allô, oui, Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine? Ah, vous avez des vaccins? Bien. 56 par semaine? Ah, moins bien, mais je prends, hein, c'est bien déjà. Ok, allez-y, à plus, ciao. 56 vaccins par semaine. La première question qui nous vient, à qui je les donne? Donc là, pareil, je requête ma base de données et puis je vais sortir 2-3 critères. Hein. Vous voyez, c'est un tableur Excel. Hein. Je
parlais d'algorithmes tout à l'heure, qui vont me permettre d'avoir un pilotage et d'arbitrer ma campagne de vaccination locale, dans une logique de justice distributive. Et donc je contacte les élus, je contacte la population, l'instance de coordination en gérontologie, on leur explique le système, tout le monde est d'accord, tout le monde vient, il y en a qui vont chercher les pépés, les mémés, youpi, la campagne de vaccination se passe nickel, personne se met sur la tronche pour avoir la dernière dose. Ça s'appelle la gestion et la justice distributive d'une ressource en raréfaction. C'est juste l'enjeu du siècle. Produits de santé, eau, alimentation, énergie, même topo. Donc je pense qu'on tient un petit truc sympa là. Allô, oui, bah dis donc, il y a du monde aujourd'hui. Hein. Agence nationale de sécurité du médicament, faut éviter les morts façon Mediator, faut arrêter de faire les cons avec les antibiotiques, faut arrêter que les gens deviennent accros au tramadol. Bah écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Hein. Oui. Bon, allez, salut. Alors là, soyons très clairs. Être le gardien des poisons au service de la santé publique et être l'expert du médicament au service de l'équipe traitante et de la population, en fait, c'est ça mon métier. C'est ça être pharmacien, à la base. Voilà. Et donc, vu que c'est mon utilité sociale, l'utilité sociale de mon diplôme, que la société me paye, que vous me payez, eh ben, je vais faire ce que je peux, c'est pareil. Donc là, je requête encore ma base de données, hein, et puis je vais comparer les prescriptions de mes copains médecins localement avec les données cliniques des patients et les recommandations internationales. Voilà. Et donc là, vous avez un camembert qui représente la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens du pôle 1000 soins, équipe à laquelle j'appartiens. Et donc, on a encore un peu trop de ça, voilà, et encore un peu trop de ça. Et quand on a un peu trop de ci et trop de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on envoie statistiquement des gens à l'hôpital ou prématurément au cimetière. Ça s'appelle la iatrogénie médicamenteuse. Et c'est quand même un peu chiant quand on est professionnel de santé d'envoyer les gens au cimetière. Donc, on va modifier le bon usage du médicament au sein de notre équipe, en toute bienveillance, avec les copains. Et voilà. Et puis si demain, admettons, je peux faire des arbitrages thérapeutiques sur d'autres critères, genre médico-économique, hein, parce qu'il n'y avait plus de pognon, genre poids carbone, le médicament c'est quand même assez chargé, ou question impact environnemental, hein, pour éviter que les grenouilles changent de sexe tous les 15 jours en aval de la station d'épuration, je le fais. Je le fais avec plaisir, c'est mon métier. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, je sais pas combien de temps, mais j'ai essayé de résumer en 15 minutes 15 ans de travail. Bon, je suis quand même un peu parfois dubitatif quand j'entends toutes ces solutions technosolutionnistes à base de devices connectés, de réalité virtuelle, d'intelligence artificielle dans le cloud. Moi, j'ai quand même la sensation, en tant que soignant de terrain, que c'est le partage de compétences, de ressources communes, de liens humains et d'intelligence collective qui fait réellement la différence quand on veut prendre soin de la vie des gens à qui on consacre la nôtre. Hein. Donc oui, que demain on puisse utiliser des bases de données territoriales produites dans le cadre démocratique et transparente pour nous doter de capacités d'adaptation et de résilience afin de garantir la soutenabilité à long terme du système de santé solidaire, je dis oui. Je dis oui, mais comme disait Papy, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, sinon on fait juste n'importe quoi. Voilà. Donc, écoutez, maintenant, j'espère vous avoir montré qu'on peut tout à fait essayer de résoudre un problème complexe en partant d'une idée à la con, pour changer de paradigme. Et pour citer le philosophe et historien des sciences Thomas Kuhn, à qui on doit justement cette expression, eh bien, un changement de paradigme, c'est une mécanique sociologique. Qui permet la genèse d'une communauté de pensée, de méthodes et d'objectifs autour d'outils communs. Donc, vive les communs et arrêtons de faire n'importe quoi avec la privatisation du système de santé. Voilà, s'il vous plaît. Et chacun d'entre vous, je vous invite à toutes et tous devenir des petits papillons dans votre environnement et à votre échelle, afin d'essayer de faire perdurer cet idéal solidaire. Voilà. Allô, Mac? Ouais, MacGyver. Putain, enfin c'est toi. Il y a trop de gens, ils m'ont importuné là. J'étais en galère. Tu vas bien? Ouais, t'es où?
Ah, bah bien, fallait oser. Hein. Bah écoute, moi je suis au Lopitox là, très sympa, très sympa. Hein. Bon, 5 heures de train pour venir, c'est quand même un peu paumé leur bled, mais sympa. Je suis en train de terminer, ouais, t'as un message à faire passer? Ok, bah écoute, je leur dis. C'était Mac, il vous passe le bonjour et... bon, il est au Rojava là. Il est en train d'expérimenter le municipalisme libertaire du philosophe Murray Bookchin. En fait, il s'est rendu compte que le capitalisme néolibéral des années 90 qu'il a vu naître, c'était ce qui était en train juste de nous détruire. Donc il a changé un peu de crèmerie. Voilà le message. Si un jour vous êtes en galère, vous pensez à la coupe mulet. Parce que la coupe mulet est toujours une excellente source d'inspiration. Et dans l'adversité, n'oubliez pas que l'entraide et la solidarité sont probablement les meilleures stratégies pour espérer garder la banane.